Bonjour à toutes et à tous. On connaît tous ces douleurs musculaires, ces douleurs articulaires qui s'installent, qui traînent parfois, même après la kiné, le repos. On se dit, bon, c'est l'âge, c'est la posture au bureau, peut-être un effort un peu trop intense. Mais et si une partie de l'explication était ailleurs, bien cachée dans notre biologie de tous les jours, peut-être même dans notre assiette, et plus précisément dans le sucre qu'on consomme. C'est cette piste qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans ce lien fascinant et franchement souvent sous-estimé entre un taux de sucre un peu élevé dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie, même si elle est légère ou juste passagère, et ces douleurs musculo-squelettiques qui peuvent vraiment nous pourrir la vie. Pour nous guider dans tout ça, on va s'appuyer sur les infos clés d'un article super intéressant intitulé «Sucre, glycation et douleurs musculo-squelettiques». Cet article, il décortique vraiment les mécanismes biologiques qui sont en jeu. Alors notre mission, là, pour les prochaines minutes, c'est de comprendre comment un excès de sucre, par différents processus, peut finir par, littéralement, rigidifier nos tissus, fatiguer nos muscles et même amplifier notre perception de la douleur. On va essayer de démêler tout ça pour voir ce que la science nous dit vraiment sur cette connexion entre le corps et l'assiette. Allez, on décortique ça. Oui, et c'est tout à fait ça. Et c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance et c'est pas pour rien. En clinique, on voit souvent des douleurs chroniques, des raideurs qui persistent et qui répondent pas complètement aux approches classiques, celles qui sont centrées uniquement sur la mécanique du corps, les manipulations, les exercices. L'idée qu'il y ait une composante métabolique et surtout une gestion, disons, imparfaite du sucre dans le sang sur le long terme, puisse jouer comme le dit la source, un rôle déterminant, eh bien ça ouvre des perspectives vraiment nouvelles. C'est une pièce du puzzle qu'on oublie souvent, mais qui pourrait bien expliquer pourquoi certaines douleurs s'installent et durent. Bon, alors allons-y. Le point de départ de tout ça, si j'ai bien compris, c'est comment le sucre, enfin le glucose quand il est en excès dans le sang, comment il interagit avec nos structures, notre corps, quoi. L'article y met en avant un mécanisme central, la glycation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement ce que c'est? J'ai lu cette image assez parlante de caramélisation lente. C'est une très bonne analogie, oui, pour visualiser le processus. La glycation, c'est une réaction chimique qui se fait toute seule, spontanément, sans enzyme pour l'aider. Ça se passe quand le glucose, qui est présent en trop grande quantité et de façon prolongée dans le sang, vient se fixer, s'accrocher en quelque sorte à des molécules de notre corps. Principalement, ça va être les protéines. Et une protéine clé, c'est le collagène. Le collagène, il est fondamental pour la structure, la souplesse de nos tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments, les fascias, la peau, même la paroi des vaisseaux sanguins. Mais attention, les lipides aussi peuvent être touchés. Faut imaginer, voilà, des molécules de sucre qui viennent se coller un peu n'importe comment sur ces belles structures protéiques. D'accord, donc le sucre se colle. Mais c'est quoi les conséquences concrètes de ce collage? L'article insiste beaucoup sur l'idée que le sucre rigidifiait le corps. C'est ça l'effet principal? C'est une des conséquences majeures, oui, tout à fait. Mais ce processus de glycation, il ne s'arrête pas là. Ces premières liaisons entre le sucre et la protéine, elles peuvent évoluer, subir d'autres réactions chimiques plus complexes pour finir par former ce qu'on appelle les produits de glycation avancée. On dit aussi AGEs pour Advanced Glycation End Products. Le mot avancé, ici, il est important, hein. Ça veut dire que ce sont des structures moléculaires qui sont modifiées de façon quasi irréversible, ou en tout cas très difficilement réversible. Et ce qui est fascinant ici, ou plutôt préoccupant, c'est la nature même de ces AGEs. Ce sont des molécules beaucoup, beaucoup plus rigides que les protéines d'origine. Plus rigide, mais si elle s'accumule dans nos tendons, nos articulations, tout ça. Exactement, vous avez mis le doigt dessus. Ces AGE, ils s'accumulent petit à petit avec le temps, surtout si l'hyperglycémie est fréquente ou chronique. Ils viennent s'insérer dans la trame même de nos tissus conjonctifs. Les tendons, ils perdent de leur élasticité, les capsules autour des articulations deviennent moins souples, les fascias qui enveloppent nos muscles peuvent aussi se raidir. Concrètement, ça veut dire que ça altère la souplesse naturelle de ces tissus. Ils perdent leur capacité à bien s'étirer et à revenir à leur forme initiale, leur résilience, elle diminue. Et c'est cette rigidification progressive qui peut contribuer à cette sensation de raideur générale, à des limitations de mouvement et peut-être même à une plus grande fragilité face aux microlésions. Je vois. Donc un effet direct sur la structure, sur la mécanique de nos tissus en quelque sorte. Mais l'article, il ne s'arrête pas là, il parle aussi d'inflammation.
Tout à fait, et c'est là que l'action des AGE devient doublement problématique. Non seulement ils rendent les tissus plus rigides, mais en plus ils agissent comme des signaux qui favorisent l'inflammation. Ils peuvent se lier à des récepteurs bien spécifiques qui se trouvent à la surface de plein de cellules, les cellules immunitaires bien sûr, mais aussi les cellules qui tapissent nos vaisseaux sanguins, les cellules musculaires. Le récepteur le plus connu, on l'appelle RAGE, c'est l'acronyme de Receptor for Advanced Glycation End Products. Et quand un AGE vient se fixer sur son récepteur RAGE, c'est un peu comme s'il appuyait sur un bouton d'alarme au niveau de la cellule. Et cette alarme, elle déclenche quoi exactement? Elle déclenche toute une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule qui aboutit à la production et à la libération de molécules qui sont les messagers de l'inflammation, les fameuses cytokines pro-inflammatoires. La source mentionne spécifiquement certaines d'entre elles, qui sont des acteurs bien connus, l'interleukine 6, IL-6, le facteur de nécrose tumorale alpha, TNF-alpha, ou encore l'interleukine 1-bêta, IL-1-bêta. Ces cytokines, ensuite, elles vont agir localement, mais potentiellement aussi à distance, pour entretenir un état inflammatoire. Le résultat global, surtout si l'exposition aux AG est chronique, c'est l'installation et le maintien de ce qu'on appelle une inflammation de bas grade chronique. C'est une inflammation un peu sournoise, pas forcément visible ou très douloureuse au début, mais qui mijote en permanence dans les tissus touchés. Et ça les fragilise et ça contribue à la douleur sur le long terme. Ok, je vois mieux là. Donc le sucre, via ces fameux AGE, il agit doublement. Il rouille nos tissus en les rendant plus raides, directement, et il sonne l'alarme inflammatoire via ces mêmes AGE. C'est une espèce de double peine pour nos articulations et nos muscles, quoi. On a parlé des tissus conjonctifs, un peu les briques du corps comme les tendons, mais qu'est-ce qui se passe pour les moteurs, les muscles eux-mêmes? On oublie parfois qu'ils ont un rôle hyper important pour gérer ce fameux sucre. Ah oui, c'est un point absolument essentiel. Les muscles squelettiques, ce sont nos principaux consommateurs de glucose. Normalement, après un repas, c'est environ 80% du glucose qui passe dans le sang qui est capté par les muscles, grâce à l'action de l'insuline. C'est fondamental pour garder une glycémie stable. Or, l'article pointe un problème majeur qui peut s'installer insidieusement. C'est la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline. Oui, on en entend beaucoup parler. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour le muscle? Ça signifie que les cellules musculaires deviennent moins sensibles aux messages que leur envoie l'insuline. L'insuline, elle frappe à la porte de la cellule pour dire « Hey, fais entrer le glucose !» mais la cellule, elle entend mal ou elle répond moins bien. Disons que la serrure, le récepteur à insuline ou le mécanisme qui ouvre la porte, les transporteurs de glucose, fonctionnent moins efficacement. La conséquence directe, c'est que le muscle capte moins bien le glucose qui circule dans le sang. Ce glucose, du coup, il reste en plus grande quantité dans le sang. Et ça, non seulement ça aggrave ou ça prolonge l'hyperglycémie après les repas, mais en plus, ça prive le muscle d'une partie de son carburant préféré. Et là, on entre dans un cercle vicieux particulièrement pernicieux. Ah oui. Pourquoi un cercle vicieux? Parce que l'hyperglycémie qui persiste va elle-même favoriser la glycation et l'inflammation, comme on vient de le voir, y compris au niveau du muscle lui-même. Et cette inflammation, ce stress métabolique au cœur du muscle, peut, en retour, aggraver la résistance à l'insuline. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Le muscle gère mal le sucre, ce qui fait monter le sucre dans le sang, ce qui stresse encore plus le muscle et le rend encore moins capable de gérer le sucre. C'est sans fin. D'accord. Et ce stress métabolique-là, à l'intérieur de la cellule musculaire, il a quelles conséquences directes à part la résistance à l'insuline? L'article parle de stress oxydatif. Oui, tout à fait. Cette mauvaise gestion du glucose, cet afflux peut-être mal régulé de carburant dans une cellule qui fonctionne moins bien, ça génère du stress au niveau des mitochondries. Ce sont nos petites centrales énergétiques dans les cellules. Elles se mettent à produire trop de sous-produits toxiques du métabolisme énergétique, les fameux radicaux libres ou espèces réactives de l'oxygène, les ROS. Ces molécules, elles sont chimiquement très réactives, très instables. Quand il y en a trop, elles débordent les systèmes de défense antioxydants naturels de la cellule et elles peuvent faire des dégâts. La source précise bien qu'elles peuvent abîmer les mitochondries elles-mêmes et donc altérer leur capacité à produire de l'énergie efficacement. C'est un facteur qui peut contribuer à la fatigue musculaire chronique ou à une récupération plus lente après l'effort. Donc, moins d'énergie, plus de fatigue. Logique. Mais est-ce que ce stress oxydatif a d'autres effets? Oui, il agit aussi comme un signal d'alarme à l'intérieur de la cellule. Cet excès de ROS, ça active des voies de signalisation intracellulaire qui sont directement liées à l'inflammation et à la survie de la cellule. L'article mentionne des voies comme NF-κB et MAPK
Bon, sans entrer dans les détails techniques, on peut voir ça comme des sortes d'interrupteurs généraux de l'inflammation et du stress à l'intérieur même des cellules musculaires. Leur activation va amplifier la production locale de cytokines inflammatoires et donc maintenir cet état inflammatoire au cœur même du muscle. Le muscle devient alors non seulement moins performant, mais aussi un lieu d'inflammation chronique. C'est dingue comme tout est lié en fait. On a la rigidification des tissus, la fatigue et l'inflammation dans les muscles. Mais le tableau serait pas complet si on parlait pas de la douleur elle-même. Comment l'hyperglycémie influence notre perception de la douleur? L'article suggère que nos capteurs de douleur, les nocicepteurs, deviennent plus sensibles. C'est ça. C'est un aspect absolument crucial, oui. Et souvent, c'est celui qu'on ressent le plus directement. Oui, l'hyperglycémie chronique semble avoir un effet direct sur la sensibilité des terminaisons nerveuses qui détectent les signaux potentiellement douloureux, qu'ils soient mécaniques, thermiques ou chimiques. Ce sont les nocicepteurs. Plusieurs mécanismes sont probablement en jeu. L'inflammation locale et le stress oxydatif dont on vient de parler peuvent directement irriter ces terminaisons nerveuses. Et en plus, l'excès de glucose et ses produits de dégradation peuvent altérer le fonctionnement des canaux ioniques qui sont sur la membrane de ces neurones sensitifs, ce qui les rend plus facilement excitables. Plus excitable. Ça veut dire qu'ils réagissent plus fort ou pour un stimulus plus faible? Exactement les deux en fait. Le seuil à partir duquel ces nocicepteurs s'activent et envoient un message de douleur au cerveau, eh bien ce seuil s'abaisse. Un stimulus qui normalement serait pas douloureux, une pression légère, un étirement modéré, une contraction musculaire normale, peut alors être interprété comme douloureux. L'article mentionne cette idée qu'un effort minime peut déclencher une douleur sourde ou une gêne inhabituelle. C'est ce qu'on appelle l'hyperalgésie, une réponse douloureuse exagérée à un stimulus normalement douloureux, ou l'allodynie, une douleur déclenchée par un stimulus normalement pas douloureux du tout. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on connecte directement un état métabolique, l'hyperglycémie, à une expérience très subjective et parfois très invalidante, la douleur chronique. Cet effet sur les nerfs, est-ce qu'il va plus loin que la simple sensibilisation des terminaisons nerveuses? L'article parle aussi de microcirculation nerveuse qui serait perturbée. Oui, c'est encore un autre niveau d'impact. Les nerfs, comme tous les tissus, ils ont besoin d'un bon apport sanguin pour fonctionner correctement. Cet apport se fait via un réseau très fin de tout petits vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle la microcirculation. Or, on sait bien que l'hyperglycémie chronique, ça endommage ces petits vaisseaux. C'est d'ailleurs la base des complications du diabète, comme les problèmes aux yeux ou aux reins. Mais même à des niveaux d'hyperglycémie moins élevés, ou même avant qu'un diabète soit diagnostiqué, cette microcirculation peut déjà être altérée. Et un moins bon apport en oxygène et en nutriments aux nerfs, ça peut entraîner un dysfonctionnement nerveux. La source parle d'hyperexcitabilité des nerfs périphériques. Donc même sans avoir une neuropathie diabétique formellement diagnostiquée, nos nerfs peuvent devenir plus irritables, c'est ça? Précisément, ce qui est important à comprendre, c'est que ces changements peuvent être subtils, progressifs. Il ne s'agit pas forcément de la neuropathie très douloureuse et invalidante qu'on voit dans des diabètes avancés et mal contrôlés. Non, il peut s'agir d'une codification plus fine du fonctionnement des fibres nerveuses sensitives, celles qui transmettent le toucher, la température, la douleur. Elles deviennent simplement plus réactives, leur seuil d'activation est plus bas, leur signal peut être amplifié. Le résultat concret, comme le dit l'article, la douleur est amplifiée. Un petit bobo, une petite inflammation articulaire, une tension musculaire, tout est ressenti de manière plus intense parce que le système de transmission et d'alerte est devenu hypersensible. Et si je comprends bien, cette inflammation dont on parle depuis le début, elle n'est pas juste limitée à l'endroit qui fait mal, genre le genou ou l'épaule. L'article insiste sur une inflammation systémique de bas grade. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que le problème n'est pas seulement local, justement. L'hyperglycémie chronique, même si elle est modérée, elle agit comme un facteur qui pousse à l'inflammation de manière générale dans tout le corps. Les AGS y circulent dans le sang. Le stress oxydatif peut avoir des répercussions partout. Les cellules graisseuses aussi, surtout la graisse du ventre, qui est souvent liée à la résistance à l'insuline, peuvent elles-mêmes produire des cytokines inflammatoires. Tout ça, ça contribue à élever légèrement, mais de façon chronique, le niveau général d'inflammation dans tout l'organisme. C'est une sorte de bruit de fond inflammatoire qui est là en permanence. D'accord. Et quel est l'impact de ce bruit de fond sur la douleur elle-même?
Ah, c'est là qu'on touche à un concept vraiment fondamental pour comprendre les douleurs chroniques complexes. C'est la sensibilisation centrale. Cette inflammation systémique, ça veut dire que les messagers inflammatoires, les cytokines dont on parlait, IL-6, TNF-alpha, circulent en plus grande quantité dans le sang. Certaines de ces molécules peuvent traverser la barrière qui protège le cerveau, la barrière hémato-encéphalique, ou au moins influencer les cellules de cette barrière, et les cellules immunitaires du cerveau qu'on appelle la microglie. Elles peuvent ainsi venir sensibiliser les neurones du système nerveux central, c'est-à-dire de la moelle épinière et du cerveau. Ce sont eux les centres de traitement de l'information douloureuse. Si je suis bien, la douleur n'est plus seulement une affaire locale, dans le genou, mettons, mais le centre de contrôle dans le cerveau devient lui-même plus sensible. C'est assez contre-intuitif, non? Exactement. L'article utilise cette analogie qui est très parlante. C'est un peu comme si le volume sonore du corps était monté d'un cran. Le cerveau et la moelle épinière deviennent plus réactifs aux signaux douloureux qui arrivent de la périphérie. Ils peuvent même commencer à interpréter comme douloureux des signaux qui ne le sont pas normalement. C'est ce phénomène de sensibilisation centrale qui peut expliquer pourquoi parfois la douleur qu'on ressent semble disproportionnée par rapport à la lésion observée sur une radio ou une IRM par exemple. La douleur, elle est bien réelle, mais son intensité est amplifiée et maintenue par cette hypersensibilité du système nerveux central. Et cette hypersensibilité elle-même est influencée par l'état inflammatoire général lié au métabolisme. Ça soulève une question importante, oui, sur le besoin d'aborder la douleur chronique de façon plus globale, en ne regardant pas seulement l'endroit qui fait mal. Et pour couronner le tout, si j'ose dire, l'article mentionne un cercle vicieux qui s'installe. Oui, un cercle vicieux au niveau moléculaire et tissulaire. On a vu que les AGEs favorisent l'inflammation et le stress oxydatif. Or, il se trouve que le stress oxydatif, lui-même, cet excès de radicaux libres, peut accélérer la formation de nouveaux AGEs. C'est un mécanisme qui s'auto-entretient. Plus il y a d'AGEs, plus il y a de stress oxydatif, et plus il y a de stress oxydatif, plus il y a formation d'AGEs. C'est sans fin. Et les conséquences de ce cycle qui s'emballe, c'est quoi concrètement? Les conséquences au niveau des tissus, c'est une aggravation de tout ce qu'on a décrit. On observe une altération encore plus grande des membranes des cellules, une diminution de la perfusion tissulaire, c'est-à-dire une moins bonne irrigation sanguine des tissus concernés parce que les petits vaisseaux sont aussi touchés. Et ça compromet l'apport en oxygène, en nutriments et aussi l'évacuation des déchets métaboliques. Une mauvaise perfusion, ça nuit à la réparation des tissus et à leur bon fonctionnement. Et bien sûr, ce cycle entretient et aggrave la raideur des tissus causée par l'accumulation des AGE. Le tissu devient de moins en moins souple, de moins en moins bien nourri et de plus en plus inflammatoire et sensible. C'est vraiment un engrenage délétère. Pfiou, ça dessine un tableau assez sombre des effets de l'hyperglycémie. Mais est-ce que ce sont des mécanismes qui sont bien établis, prouvés? L'article cite des recherches, il me semble. Oui, et c'est un point crucial, bien sûr, pour la crédibilité de toute cette approche. Il ne s'agit pas juste d'hypothèses biochimiques séduisantes sur le papier. La source souligne, et c'est juste, que des études scientifiques récentes viennent confirmer ces liens sur le plan clinique et épidémiologique. Elle mentionne des publications dans des revues scientifiques reconnues comme Frontiers in Endocrinology ou Scientific Reports, qui datent de 2024. Ces études, avec différentes méthodes, tendent à montrer qu'une hyperglycémie plus marquée qu'on mesure par exemple avec l'hémoglobine glyquée, qui reflète la glycémie moyenne sur plusieurs mois et qui est installée depuis plus longtemps, eh bien, c'est associé de manière statistiquement significative à une augmentation de l'intensité de la douleur et de la raideur musculo-squelettique que les gens rapportent. Et ça, même en tenant compte d'autres facteurs comme l'âge ou le poids. Les données convergent et renforcent vraiment l'idée que le contrôle de la glycémie, c'est un facteur pertinent dans la gestion de ces douleurs. C'est important de le souligner, oui. Et tout ça, ça a des implications très concrètes, j'imagine. L'article suggère qu'on devrait peut-être regarder certains symptômes courants d'un œil neuf, même chez des personnes qui n'ont pas de diagnostic formel de diabète. Absolument. C'est peut-être l'un des messages les plus importants à retenir. On n'a pas besoin d'être officiellement diabétique pour que ces mécanismes soient déjà en train de jouer de manière plus subtile. L'article évoque des signes comme une résistance à l'insuline, qu'on peut détecter par des analyses de sang spécifiques, ou qu'on peut suspecter cliniquement, une fatigue chronique qui ne s'explique pas juste par le manque de sommeil, ou un surpoids, surtout l'accumulation de graisse au niveau du ventre qui est très liée à l'insulinorésistance.
Toutes ces situations, elles indiquent souvent un métabolisme des sucres qui n'est plus optimal, même si la glycémie à jeun reste dans les normes officielles. Et comment ça nous invite à réinterpréter des symptômes comme la raideur ou la douleur? Alors, Eh bien, ça nous invite à ne pas systématiquement les attribuer uniquement à des causes mécaniques ou dégénératives normales liées à l'âge ou à l'usure. Par exemple, cette fameuse raideur matinale qui met du temps à disparaître, on pense souvent arthrose, mais elle pourrait aussi refléter cette rigidification des tissus liée à la glycation, ou cette lenteur de récupération après un effort qu'on met sur le compte du manque d'entraînement. Elle pourrait aussi être liée à un stress oxydatif plus important dans les muscles et à une moins bonne fonction des mitochondries. Et puis une douleur diffuse, un peu partout, sans localisation précise, sans trauma évident. Ça pourrait être le signal d'alerte d'une inflammation métabolique silencieuse, sous-jacente, qui est entretenue par un déséquilibre glycémique. L'idée, c'est pas de nier les causes mécaniques, mais de considérer que la composante métabolique peut jouer un rôle d'amplificateur ou de facteur d'entretien qui est loin d'être négligeable. C'est une perspective assez différente, quand même. Oui, et la synthèse clé que propose la source est très parlante. L'hyperglycémie agit comme une inflammation invisible. C'est une inflammation qui ne se voit pas forcément de l'extérieur, qui n'est pas toujours détectée par les marqueurs inflammatoires classiques dans le sang, comme la CRP, mais qui opère en coulisses jour après jour. Elle durcit le collagène, elle impacte la fonction musculaire, elle sensibilise les nerfs périphériques et même le système nerveux central. C'est pourquoi, pour les professionnels de santé, les kinés, les médecins, les ostéos, etc., mais aussi pour toute personne qui est attentive à son corps et à sa santé, eh bien, intégrer cette dimension métabolique devient de plus en plus pertinent. Il s'agit de regarder au-delà de la structure qui fait mal, au-delà de la posture ou du mouvement, pour considérer aussi l'état métabolique global de la personne comme un facteur qui peut influencer ses symptômes. Il faut vraiment y penser. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, si on essaye de résumer le message principal de tout ça? Essentiellement, que la douleur, surtout quand elle devient chronique, ou qu'elle revient tout le temps, ou qu'elle semble disproportionnée, elle n'est pas toujours qu'un problème local ou purement mécanique. Elle peut aussi être un signal d'un déséquilibre intérieur, un message que notre corps nous envoie sur son état métabolique général, et notamment sur la façon dont il gère le sucre quotidien. C'est une invitation à voir la douleur, non pas seulement comme un ennemi qu'il faut faire taire à tout prix, mais aussi comme une source d'informations potentiellement précieuses sur notre santé globale. Donc, en conclusion de notre exploration basée sur cet article, ce qu'on retient, c'est vraiment l'impact profond et probablement encore largement sous-estimé de notre équilibre glycémique sur la santé intime, de nos tissus, nos muscles, nos tendons, nos nerfs et sur notre expérience même de la douleur. L'excès de sucre dans le sang, ou plus précisément l'hyperglycémie chronique, même légère, qu'il peut causer, a des conséquences qui vont bien au-delà des questions de poids ou du risque de diabète de type 2. Ça touche à la structure même de notre corps, à sa souplesse, à son niveau d'inflammation silencieuse et à la sensibilité de notre système nerveux. C'est énorme en fait. Si la douleur, comme le suggère fortement la source, peut effectivement être un signal, une manifestation de ce déséquilibre métabolique interne, alors comment est-ce qu'on peut affiner notre écoute corporelle pour mieux percevoir ces signaux qui sont parfois plus subtils? Comment apprendre à décrypter ce qui, dans nos raideurs, nos fatigues, nos douleurs un peu diffuses, pourrait être lié à notre rythme glycémique naturel, ou plutôt à ces perturbations? Au-delà des craquements articulaires ou des contractures musculaires évidentes, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à guetter? Et surtout, qu'est-ce que cette perspective change dans notre approche personnelle, quotidienne, de la santé? Comment ça peut influencer nos choix alimentaires, notre façon de bouger, notre gestion du stress, notre bien-être global? C'est une invitation, en somme, à une conscience corporelle peut-être plus intégrée qui relie notre ressenti physique à notre biochimie interne. Voilà,